Donc voilà, je reviens bien à ce que j'avais proposé dans un premier temps, après cette petite parenthèse sur le clavier bien tempéré. Je reviens donc au Purcell, à la pièce de Purcell. C'est donc le final de l'opéra Didon est né, c'est la mort de Didon, c'est un air de Didon. Voilà. On est bien en sol mineur. J'ai donc bien ici le fameux chromatisme, on le voit bien, je fais ça, d'ici à ici, de sol tonique à ré dominante, dominante, j'allais écrire 1, et on a bien un seul sol, un seul ré, je me répète beaucoup, on a bien deux fa, deux mi, fa dièse, fa bécard, mi bécard, mi bémol. Et on a bien ici les deux dominantes, les deux accords de septième de dominante, mais ici la sixte. Je crois que c'est clair parce que j'en ai beaucoup parlé, mais voilà un exemple. Je suis content de le montrer d'une certaine manière parce que la première fois que je l'ai montré, je suis passé un peu vite sur ça parce que je n'avais pas fait toute cette explication. Maintenant, on peut le faire et on voit bien qu'il s'agit d'une forme un peu hybride, si j'ose dire, où j'ai à la fois ça et ça. Alors que chez Corelli, je n'avais par exemple que ça. On est bien d'accord. 6, 6, 6, 6. Il y avait même 6, 6 ici aussi. Donc on avait 6, 6, 6. Est-ce que là, il n'y a pas de sixte? Chez Purcell, il n'y a pas de sixte, peu importe, il pourrait y être. Mais justement, quand il y a ça, il n'y a pas tellement la sixte ici non plus. C'est très intéressant. C'est pour ça que j'avais critiqué, je m'étais permis de le faire, j'espère que ça aura été compris, mais un peu l'analyse de Domeldieni, où elle passe la sixte comme ça, comme si la sixte était ici. Voilà, c'était très important justement dans l'ensemble des sixtes consécutives qu'il y avait dans le prélude en la mineur du clavier bien tempéré. Mais là, justement, on est dans cette forme un peu hybride. Voilà, bon, ici je me suis permis, mais je le dis quand même, je le signale, de réécrire un chiffrage moderne. J'ai la partition là sous les yeux. Ici, je dis quand même les petites différences, c'est quand même intéressant à savoir. Il écrit 6, 5. Il ne barre pas le 5. Mais bien évidemment, c'est un 5 barré. De toute façon, la quinte du fa dièse, c'est bien le do, c'est pas un do dièse, on est bien d'accord, c'est fa dièse, do, bécard. Ici, il n'écrit pas plus 4, il écrit 2, 4. C'est la même chose. De la même manière qu'il ne barre pas le 5, il ne met pas le plus au 4. Voilà. Ici, le 6, c'est bien un 6. Ici, il écrit 7 dièse, c'est-à-dire la tierce est dièse, ce que signifie le plus. Ici, c'est bon. Voilà, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Voilà, je tenais à le dire. Alors, je vais peut-être l'écrire. Alors ça, qu'on comprenne bien, il n'y a rien d'autre sur la partition, sinon qu'il y a des cordes. Il y a des cordes qui font là, enfin les cordes, oui, il y a violon 1, violon 2, alto, basse, c'est-à-dire violoncelle ou autre chose, enfin bon voilà. Donc il y a quand même un quatuor, on peut dire, hein, qui réalise dans la partition, c'est écrit. Mais le claveciniste, lui, n'a rien d'autre que ça. Donc on peut écrire quelque chose qui serait ça, par exemple. Allez, je l'écris dans le grave parce que, voilà, il serait ça, d'accord, ça c'est un unisson. Donc je commencerai comme ça. Si j'étais au clavecin, je peux utiliser un accord un peu large, un peu plus comme ça. Mais là, je fais quelque chose de ramassé. Et puis, voilà, c'est ça. Donc j'écris ce que je jouerais si j'y étais. Ça. Donc Ré, Do, La. La, Do, Ré. Donc on a bien l'accord complètement ramassé. C'est pas mal de le voir comme ça. Fa dièse, La, Do, Ré. Hein, on est bien d'accord. Fa dièse, La, Do, Ré. Et ici, ça. Donc, ça. Donc, ici, la sensible qui s'abaisse chromatiquement est ici. Le Do descend sur le si bécard, c'est bien un accord plus 4. Et puis, ici, j'aurai par exemple un unisson. Alors, on ne l'écrit pas en général dans ces cas-là, mais enfin, il y est. C'est-à-dire le si monte sur le Do, le ré descend sur le Do. C'est bien un accord de sixte. Je peux m'amuser, entre guillemets, dans le jeu de l'accompagnement au clavecin, de développer mon accord, enfin c'est un grand mot, hein, mais de le réécrire plus large ici. Puis là, la septième, je pourrais faire une septième complète pour des raisons pratiques, puisque j'ai une septième complète et non incomplète, puisque j'ai le Do qui reste ici. Voilà, et puis un accord de Sol, comme ça, que je me permets de faire monter le Do sur le Ré, ce que normalement il ne doit pas faire. Là, 6-5 barré, j'ai ça. Je détaille un peu tout de suite après, hein, je l'écris. C'est en quelque sorte ma réalisation. Là, la carte est sixte, accord de Sol mineur, qui se résout, pardon, je ne peux pas, qui se résout sur l'accord de dominante 107e.
Voilà, en quelque sorte, là, ce que je suis en train d'écrire, c'est un peu ce qu'on jouerait directement au clavecin. Voilà, je ne fais pas trop de commentaires. Et là, l'accord de tonique que je me permets de faire éventuellement plus large, je rajoute une voix, ce qu'on fait quand même volontiers, c'est bien bémol, on est bien d'accord, au clavecin, en étoffant l'accord de tonique final sur lequel on arrive. Donc on fait un petit peu, on est, si j'ose dire, légèrement moins rigoureux, ce qui n'est pas le cas ici, parce que je suis quand même très rigoureux dans l'écriture, mais des fois on peut se permettre d'être un tout petit peu moins rigoureux dans la conduite des voix au clavecin. On ne va pas parler de ça. Enfin, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, hein. On reste très rigoureux quand même. Hein. Mais bon, par exemple, ici on rajoute une voix. Quand on écrit strictement à 4 voix vocales réellement, on ne rajoute pas de voix parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que là on se permet d'avoir quelque chose d'un peu plus étoffé, si on veut, par exemple, à la fin. Alors, je crois que c'est clair, hein, parce que je ne vais peut-être pas faire de commentaires supplémentaires, je vais les jouer. Voilà, donc on a bien, je le joue lentement, hein, je joue le sol, si bémol, ré. Voilà, ici, il y a soi-disant un unisson. Voilà, plus 4. Voilà, et puis, pardon, où est-ce que je suis? Pardon, je recommence. Hein. Donc je fais même le rythme, allez, faisons tout. Voilà, je voulais montrer cet exemple, je ne fais que remontrer une chose que j'avais déjà montrée, mais on le voit sous un œil un peu différent aujourd'hui. Je fais remarquer aussi que, essayons de nous souvenir, là comme ça je ne vais pas réécrire, à propos du sujet de fugue en ré mineur, quand j'avais... Bon alors là j'ai ça. Là le voilà, et puis j'avais... etc. J'avais une formule qui était purement diatonique. C'est ce qu'on a ici finalement. Ça, c'est la deuxième partie enfin, c'est la troisième partie du sujet. Le sujet, on pouvait le voir en 3 segments. Le premier segment avec cette forme de triolet un peu bouillonnant, je dirais, enfin bouillonnant, le mot est excessif, la partie chromatique, et puis la descente de nouveau vers la tonique qui était diatonique. On avait autrement dit une partie diatonique, une partie chromatique, une partie diatonique, une partie ascendante diatonique et mouvementée, une partie chromatique descendante et, entre guillemets, pénible, et une partie, qu'est-ce que j'ai dit, descendante, et une autre partie descendante du tétracorde, du pentacorde descendant. C'est un peu ce qui se passe ici, ça ce serait le segment 2 et le segment 3. Hein, je veux montrer par là que les choses se tiennent, c'est comme ça qu'on progresse, et quand on arrive à relier les éléments, parce que un peu c'est presque de l'ordre du drame, si je veux dire, j'exagère bien sûr, mais c'est que certains étudiants n'accrochent pas, je l'ai beaucoup vu ça, donc j'insiste, c'est un conseil que je donne, je me permets de donner des conseils, mais d'accrocher aux notions, c'est-à-dire de les fixer. On ne doit pas voir défiler des cours et des cours et des cours à l'infini où on ne relie pas les choses. Il suffirait de beaucoup, quand on réfléchit bien souvent, il suffirait de beaucoup moins de cours et de beaucoup moins d'exemples si on les fixait vraiment. Voilà. Ce qui se passe souvent, c'est que c'est un défilé d'exemples qui ne sont pas raccrochés les uns aux autres, et donc c'est un petit peu vain. Voilà. Donc même dans la composition, je fais aussi une autre petite réflexion, mais qui est la même, je ne fais que développer ce que je viens de dire. Je reprends une question qui m'avait été posée, j'ai échangé des mails à ce propos, concernant l'écriture des motifs. Encore une fois, quand on regarde le motif qu'est le sujet de la fugue en ré mineur, et quand on regarde ça, c'est fondamentalement la même chose pour cette section-là, qui est le retour à la tonique ici. Hein, donc c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que si on veut savoir écrire des motifs, c'est aussi savoir relier les exemples entre eux. Voilà. Et ici, ça n'est pas... Enfin, c'est un motif, puisqu'il le répète X fois, je ne sais plus combien. C'est quand même un motif, cette basse. Mais chez Bach, ça n'est plus un motif, c'est quelque chose, c'est vraiment un thème, on peut dire, un sujet, un thème. Là, ça l'est aussi, parce que c'est une basse qui se répète, donc c'est quand même... voilà. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une parenté entre... En plus, indépendamment du chromatine, qui est plus qu'une parenté, c'est une identité. Voilà, j'espère ne pas troubler par mes considérations. Je pense qu'elles devraient apporter des éclaircissements
à certaines questions. Voilà. Voilà pour Purcell. Alors je vais peut-être pas trop épiloguer, et ça va dans le sens de ce que je viens de dire, et amasser des exemples. Je vais en donner un autre en plus et ce sera tout. Qui est, je le dis, alors là ça ne va pas être original, hein, mais justement c'est intéressant pour ça, ça sera un extrait, un très court extrait, donc chromatique, et partiellement chromatique en plus, de l'harmonisation du choral Herzliedster Jesu, encore lui, dans un des 4 exemples que j'avais donnés, mais les 4 exemples que j'avais donnés, c'était le tout début. Là, je vais utiliser un de ces 4 exemples dans ce qui suit, et c'est l'exemple, un des 2 chorales qu'on a dans la Passion selon Saint Jean. Voilà. Alors maintenant, j'en arrive à l'exemple qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui tombe un peu bien, parce qu'on l'a déjà beaucoup traité. C'est donc, comme je le disais, le fameux choral dont on a vu 4 versions, 2 de la Passion selon saint Matthieu, 2 de la Passion selon saint Jean. J'avais traité le tout début, la première phrase. Là, c'est dans la Passion selon saint Jean, on notera sur la vidéo le numéro, parce que je ne me souviens plus le numéro exact de la section de la Passion, qui est une chose très vaste. Peu importe, ça sera noté. Il s'agit de la deuxième phrase. La deuxième phrase qui commence ici, qui commence par une levée, et qui fait, je le joue une fois, La, Si, Do, O, qui est long. Voilà, bon, c'était pas la peine que je fasse juste ça, je crois que c'est clair. Maintenant, ce que j'ai écrit, je l'ai bien écrite ici, cette phrase, elle arrive avec une cadence parfaite, dominante tonique, Fa, Si bémol, on est bien en Si bémol, et évidemment la section qui m'intéresse, encore une fois, est celle-ci. Alors il y a une petite différence aussi, indépendamment, alors là je veux dire, on est en plein dans le sujet de ce que j'ai montré, c'est tout à fait comparable à l'écriture de Purcell, hein. C'est-à-dire un emprunt à la sous-dominante. Bon, j'ai une autre petite chose à dire, je vais essayer d'être un petit peu concis parce que je ne vais pas trop lancer. Ce que je veux montrer, il y a 2 différences, pas une mais 2. C'est d'une part, voilà l'extrait qui m'intéresse, la base chromatique est ici. Mais ça, si j'ose dire, ça apporte de l'eau à mon moulin, ça ne fait que confirmer. C'est que, je l'ai tellement dit, allez je le redis encore une fois, je n'ai qu'un seul Si, la tonique. Je n'ai qu'un seul Fa, la dominante. Mais j'avais, jusqu'à maintenant, 2 La, 2 Sol. Je parle en Si bémol, on est bien d'accord. Hein. Un seul Si, un seul Fa, 2 La, 2 Sol. Mais ici, je n'ai qu'un seul La. Un La bémol. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la mention du La bécard. Il n'y a pas La sensible, puis La sensible abaissée chromatiquement. Il y a directement ce qui serait, puisque ça n'est pas une sensible abaissée chromatiquement, c'est directement un emprunt à la sous-dominante. Donc ça ne fait que confirmer, je vais employer mon crayon rouge, ça ne fait que confirmer les 3 piliers, c'est-à-dire le pilier tonique, le pilier dominante et le pilier sous-dominante, présent sous les 2 formes majeure, mineure. Et ça introduit directement la sous-dominante. Donc on est bien réduit à ces 3 éléments-là, en passant par ça, en omettant même la dominante de la tonique. Je me fais comprendre, hein. Je rappelle, j'avais tonique suivi de sa dominante, puis sous-dominante précédée de sa dominante, on est d'accord. Là, on a tonique, mais on n'a pas dominante. On a tonique, puis directement dominante de la sous-dominante. Je me fais comprendre. Hein. C'est un petit peu confus quand on parle comme ça, parce que les mots se ressemblent, on les fait tous défiler. Bon, si on est attentif, on y arrive bien. Bon, je crois que c'est clair. Je vais enlever ça, ça me gêne de voir trop de gribouillage sur le tableau. Alors, maintenant, je montre simplement une chose. Ah oui, alors il y a la deuxième différence, pardon, j'étais en train de parler de la première différence, il n'y a pas 2 La, il n'y a pas sensible puis abaissement de la sensible. Et puis il y a une autre chose, c'est que quand on arrive à la dominante, eh bien le chromatisme continue. Alors, à vrai dire, ce n'est pas vraiment le cas. Je veux simplement le montrer. La vraie station est la dominante, mais ça sera une quarte sixte. Donc la vraie dominante sera ici. C'est-à-dire que ça, c'est un peu comme une fausse dominante. Et ça a bien la fonction, ça sera un 7 diminué que nous avons déjà vu, que nous avions déjà vu, y compris dans la version que j'avais proposée. Et la fonction, comme toutes les
comme toutes les septièmes diminuées, ici c'est la fameuse septième diminuée qui est placée sur la sensible de la dominante, c'est-à-dire il a fonction de dominante de la dominante. Bon, j'espère être clair pour ça. Voilà. Donc la vraie dominante est ici. Donc je remontre mes trois piliers, tonique, sous-dominante et dominante ici, pour avoir tonique ici. Donc on voit maintenant, quand on prend le recul, qu'on regarde la partition, si j'ose dire, de loin, on voit bien l'enchaînement. Alors, allez, je l'aurais écrit encore une fois, hein, je suis vraiment insupportable, je sais. On a vraiment tonique, sous-dominante, dominante, tonique. Tout ça se réduit encore une fois, comme je l'avais déjà signalé en début de cette vidéo, quand j'avais parlé de ces trois piliers. Ici, on a vraiment les quatre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, dans mon cas, dans ce que je vais montrer, je parlais des trois piliers qui étaient tonique, sous-dominante, dominante. Là, ils sont bien là tous les quatre parce qu'il y a la cadence parfaite. Tonique, sous-dominante, dominante, et arrivé sur tonique. Bon, c'était ça, j'ai pensé évidemment. Voilà, c'était donc la deuxième différence, c'est le mi bécard qui en fait prolonge la succession de demi-tons finalement. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire, mais je ne vais peut-être pas trop, parce que ce n'est pas le sujet, l'écriture en détail de ça. Je vais quand même le faire, parce qu'il y a une certaine, si j'ose dire, je ne sais pas quel terme, je vais dire originalité, non pas originalité, mais en fait, il y a une petite subtilité en plus dans l'écriture de Bach qui est extrêmement fine, c'est une écriture très fine, et qui suppose justement la maîtrise à laquelle je fais allusion, c'est qu'il faut avoir déjà maîtrisé bien tout ça pour aller encore plus loin finalement dans le raffinement d'écriture. Raffinement ne signifie pas complexité excessive ici, au contraire, c'est un raffinement qui va dans le sens de la simplicité. Attention à ce que je dis, je ne sous-entends pas autre chose. Alors là, il écrit, je fais peut-être un peu vite, hein, il écrit ici, à cet endroit-là, l'accord de tonique dans sa forme. Alors tout ça c'est un peu haut, hein, la basse est haute, le ténor est haut, dans sa forme bien connue, fondamentale quinte, fondamentale tierce. Et ici, on aurait ce qui serait, enfin ce qui est un simple, regardons-le bien, hein, c'est très intéressant à voir, hein, parce que c'est encore un tout petit peu plus subtil que ça. Mais quand je considère ça, Fa, Si bémol, Ré et Ré, Fa, Si bémol, ça n'est rien d'autre qu'un changement de position. Imaginons qu'il n'ait pas écrit le Si bémol, qu'il n'ait pas écrit le La bémol, qu'il y ait un Si bémol qui se prolonge, on aurait ça, le Si bémol, et on aurait les trois voiles supérieures qui feraient Si bémol, donc Fa, Si, Ré, puis Si bémol, Ré, Fa, Si. C'est purement et simplement un changement de position. Je les refais plaquer comme ça. Voilà. Or, on a... C'est-à-dire qu'au moment où l'ensemble des trois voiles supérieures change de position, descend, si je veux dire, à l'étage inférieur, en même temps, la basse descend sur la suppression de sensible, sur l'emprunt à la sous-dominante, sur l'emprunt à mi bémol. Voilà. Et il y a une autre petite chose en plus, c'est-à-dire que ça c'est le choral qui l'impose, le choral a un Do qui passe entre le Ré et le Si, et bien Bach écrit la même chose au ténor ici. Donc on voit bien ce qui se passe. Toutes les opérations, elles ne sont pas très nombreuses, n'exagérons rien, mais si on veut rentrer dans la subtilité de l'écriture, on a d'une part un changement de position, d'une part deux notes de passage ténor-soprano, et en même temps, à l'arrivée, ici, non pas un Si bémol, mais un La bémol. Donc ça donne, je remontre bien le changement de position pur. Le changement de position avec changement de basse. Changement de position avec les notes de passage. Voilà, c'est rien, enfin c'est rien, c'est beaucoup, mais c'est très peu de choses. Et puis ici, on a une écriture, alors je la signale aussi, c'est une écriture aussi qui demande une petite réflexion, une petite observation, c'est que maintenant si je reprends, c'est pour ça qu'il faut savoir le faire tout ça, si je reprends ici cet enchaînement plus 4, 6, ce que je propose, moi, toujours de faire, c'est de faire ça. Je l'écris en petit. On est bien d'accord. Il faut bien reconnaître cet enchaînement. Ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il fait. C'est intéressant aussi pour ça. Lui, bon, je ne réexplique pas mon enchaînement. Je crois qu'on l'a déjà beaucoup vu, notamment dans le 3e chapitre. Et il continue sur sa lancée. Il y a une idée musicale ici
qui est Fa, Mi, Ré, et bien, enfin, l'unité musicale, elle est réduite à rien, Fa, Mi, Ré, c'est-à-dire Fa, Ré, avec la note de passage entre les deux. Et bien, il continue. C'est-à-dire qu'il fait chanter le ténor, Fa, Mi, Ré, Do, Si. Voilà. Du coup, ici, il fait, enfin, du coup, il aurait pu faire ça, par exemple, mettre le Mi, pour avoir doublure de sixte. Eh bien, il fait ce que je déconseille de faire dans un stade élémentaire de l'écriture, parce qu'il faut asseoir des réflexes très importants. Lui, il ne le fait pas, il fait la doublure de la basse dans l'accord de sixte. Parce qu'en général, je déconseille dans un premier temps de faire dans le cadre d'un travail et d'une maîtrise de l'accord de sixte. Ça, c'est une écriture qu'il faut connaître, mais elle viendra après. Voilà. Et puis, donc, on a bien, ici, j'insiste là-dessus, deux accords de mi bémol majeur, premier renversement, mi bémol mineur. Donc on est bien d'accord qu'on retrouve l'exemple de Purcell, hein, voilà, qui est l'accord majeur, l'accord mineur venant après la dominante. Et bien là, il écrit aussi un changement d'écriture. Je regarde pour ne pas me tromper, pour être sûr de ne pas... Voilà, c'est qu'il ne change pas grand-chose. Il passe ici pour faire... En fait, c'est très intéressant parce qu'on a bien ici l'accord de sixte, par contre, tel que nous l'avons beaucoup étudié, avec sa doublure de tierce. D'une certaine manière, il était allé sur le sol pour avoir une continuité de l'alto, Fa, Sol, La, Si. Tout ça était une manière de se diriger vers le Si. Dans ce que je proposais, moi, c'était de faire Fa, Si tout de suite. C'est là qu'on voit que tout est lié, hein, que tout est contenu dans tout, si j'ose dire, dans l'écriture. Hein. Le Fa allait vers le Si dans la forme courante que je propose d'employer. Finalement, il le fait, mais en passant par quelque chose de conjoint. Il y a quelque chose de directionnel vers le Si qui est assez beau ici. Immobilité des voix, immobile, immobile, immobile. Eh bien d'accord, je revérifie parce que je ne voudrais pas, oui bien sûr, c'est ça. Et mobile ici. C'est-à-dire il y a quelque chose qui chante au milieu. Voilà, c'est très intéressant. Mais on peut écrire ça, je ne parle pas de Bach, hein, je parle de l'étudiant, de moi-même. Hein, on peut écrire ça que dans le cadre d'une bonne maîtrise de l'accord de sixte et de l'enchaînement plus 4-6. Si on n'en a pas de notion, on est dans le vague et finalement on fait les choses un peu au hasard et ce n'est pas très satisfaisant. Et puis ici, arrivé sur dominante, alors j'écris la dominante, je vais l'écrire, justement il n'écrit pas de dominante, c'est très intéressant, hein, parce que la phrase continue, la vraie dominante comme je le disais est ici. Ici il va mettre un accord de quarte sixte qui va permettre de précéder la vraie dominante. Mais si on écrivait la dominante, ben, je suis très bête parce qu'on ne peut pas. Évidemment, la vraie dominante aurait été de garder le Mi, mais on ne peut pas du tout, d'avoir le La et le Do. On est bien d'accord, hein. C'était ça. Mais comme il y a un Ré ici, c'est bien une quarte sixte obligatoire, si j'ose dire. Ce n'est pas un choix tellement de l'auteur, c'est qu'il y a bien un Ré en haut. Voilà. Donc rien ne change à proprement parler. Si reste Si ici. Je regarde parce qu'il faut toujours beaucoup se méfier de ce qu'on écrit. On est des fois surpris par l'écriture de Bach notamment. Hein. Voilà, donc je ne fais pas trop de commentaires là-dessus. Oui, je ne vais pas faire trop de commentaires. C'est bien un accord de quarte sixte. Et là, on arrive très haut. Le ténor monte haut. On a bien ici. Si, sol. Il y a une tension ici avec l'accord de septième diminué. Voilà. Je crois me souvenir que c'est la position que j'avais utilisée, je crois que c'est la seule possible réellement à ce stade-là, de l'accord de septième diminué précédant la dominante. Et ici, on a la dominante avec un beau, évidemment, 4-3 qui s'impose un peu. Voilà. Le Fa est ici. Le Mi passe après, je crois que tout ça est absolument évident. Et on va sur le Ré. Alors on a affaire, bien sûr, alors je vais revenir avec, je vérifie hein, parce que je me méfie des fois, je reviens avec mes gros sabots, ça faisait longtemps mais me revoilà. On a bien affaire ici à une cadence D, c'est-à-dire que la sensible, bon, le Ré va sur le Do, quand on parle en Do, en Si bémol, le Do va sur le Si bémol, le deuxième degré descend. Donc la sensible descend, donc le Mi bémol est issu du Sol, c'est-à-dire du Fa ici, de la dominante. Enfin, je crois que c'est clair, hein, je ne vais pas le redire. J'ai beaucoup parlé de cette cadence B, on m'a posé une question il n'y a pas longtemps sur la cadence B. Elle est là dans toute sa splendeur.
n'y revenons pas. Voilà, ça sera tout pour cet exemple. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer, ici je récapitule un peu comme un petit résumé de ça, l'absence de la sensible pour accéder directement au La bémol. En cela, on signale bien l'importance du pilier sous-dominante. Et puis la carte sixte ici, mais qui est imposée par le choral, la dominante réelle arrivant après. Voilà. Bon, c'était un bon exemple du chromatisme ici. Ça sera tout pour ça, et je vais apporter un dernier petit un dernier petit complément avant de conclure définitivement cette unité. Alors, un dernier détail que j'ajoute à cette unité, je vais l'écrire, je crois que ça sera mieux. Je vais prendre un exemple chez Handel. Alors, j'aime bien reprendre parce que c'est une manière d'enfoncer le clou et de, si j'ose dire, de rentabiliser l'exemple. C'est que l'exemple, il ne faut pas se disperser en 1000 exemples, il vaut mieux avoir peu d'exemples, mais de bien les connaître. Alors je vais utiliser, comme j'ai réutilisé Purcell, je réutilise Handel. Le petit exemple de Handel, je dis petit parce que c'est vrai que dans la partition, c'est limité à un chœur qui est lent avant que la musique se lance dans un petit chœur qui commence, qui est en La mineur. Alors tout ceci pour aussi l'associer au Herzklipster Jesu qu'on a vu précédemment, où une des caractéristiques que j'avais signalées était l'absence de sensible dans la descente. Alors en La mineur, ce serait, je réécris, la tonique La mineur va vers la la tonique de La mineur, là, va vers la dominante Mi, chiffrée dièse. Et puis on aurait, alors là cette fois-ci c'est inconditionnel, Sol dièse, pas la peine de mettre des blanches, Sol dièse, Sol bécard dans un premier temps, puis Fa dièse, Fa bécard après. Eh bien, dans le choral de Bach, dans Herzklipster Jesu, ce que j'avais montré était l'absence de ça, l'absence de la sensible, de la corde dominante, mais ici on a tonique et on a directement dominante tonique, enfin ici en Ré. Pardon, parce qu'on part toujours dans 36 tonalités en même temps. On est bien d'accord, hein, je vais vers Ré, donc ça c'est un emprunt à Ré. Donc il n'y a même plus ça ici. Voilà. Et ici on retrouve nos deux sixtes qui se suivent, qui entraînera ici aussi chez Handel la sixte augmentée, plus la fameuse sixte augmentée française, avec le 4-3. Donc ça c'est autre chose, ce qui compte c'est bien les deux 6, indépendamment du dièse et de ça. Alors je voulais montrer un autre élément, mais qu'on avait déjà vu, hein, mais je vais l'écrire là. Je vais par exemple écrire une position qui m'arrange, qui est celle pour qu'on soit directement sur l'exemple de Purcell, de Handel. Je vais écrire ça. Lui, il double la tierce, je ne vais même pas le faire. Il écrit ça. On reconnaît bien ici la belle écriture, ça c'est Handel, hein, ça c'est bien lui qui écrit ça, je ne vais même pas le faire. Mais on reconnaît bien l'écriture de l'accord de La mineur, La, Do, Mi, avec une tierce en haut, donc doublure de tierce. C'est bien, je ne vais même pas faire ça, d'ailleurs on pouvait très bien, il aurait pu, hein, mais bon, évidemment ça sonne très bien, avoir ici un unisson. Donc on a bien, c'est comme si on était à 3 voix sur un piano, on entend 3 voix. La, Do, fondamentale, quinte, tierce. Ce qu'il y a dans son écriture, c'est qu'il y a un Do en plus. Bon, donc j'enlève ce Do pour avoir un unisson ici. Alors, que serait l'accord plus 4 qui m'intéresse ici? L'accord plus 4, eh bien ce serait le La qui reste là. C'est aussi pour ça que je l'ai mis. Hein. Pour avoir le La qui reste là, pour que ce soit très clair. Le Mi reste Mi, le Do reste Do, mais devient dièse, c'est-à-dire création sensible pour aller vers Ré. Et donc voilà ici l'accord de Ré. L'accord de sixte, avec doublure de sixte dans sa forme octave alto-soprano. Hein, je revérifie, c'est bien ça. Et à l'occasion du Fa bécard, il va y avoir le La qui reste et qui va devenir Si, c'est-à-dire la quarte. Donc on a bien affaire à un accord 4-3. Bon, ça c'est autre chose. Et lui, il va faire une quarte sixte et le vrai accord ici. Bon, je fais tout en même temps, qu'on m'excuse, mais je ne veux pas trop épiloguer parce que tout ça a déjà été vu. Donc, on ne va pas quand même recommencer à chaque fois.
Et ce qui se passe ici, c'est que la sixte va être augmentée. Allez, faisons-le. Et on arrive sur Mi qui reste comme le Mi du bas. Comme toute bonne carte sixte, elle double sa basse. Et ici, on a bien le La, puis le Sol dièse. Bon, voilà, tout ça, c'est clair. Et ici, on avait bien la doublure de sixte. Et en deuxième temps, dans la deuxième sixte, il double la tierce. On a bien les 2-6 et là on a bien les 2-3. Bon, j'espère ne pas être trop fatigant avec mon tableau bourré de petits signes partout, mais je crois que c'est clair. Alors maintenant, le seul, je l'avais déjà signalé quand je l'avais montré, mais je veux le montrer ici, parce que maintenant les choses, on a pris un peu de recul, donc on les voit mieux, on les entend mieux, on les comprend mieux. C'est que ici, ça n'est pas simplement plus 4 qu'il a écrit, mais c'est plus 4 bémol 3. Voilà. C'est-à-dire que c'est un... Et ça ne fait que confirmer. Ça ne fait que confirmer. Ça ne fait que confirmer quoi, pardon, il faut que je finisse mes phrases quand même. Ça ne fait que confirmer l'emprunt à Ré mineur. L'emprunt à Ré, sous forme emprunt mineur. C'est-à-dire que Si bémol appartient à Ré. À Ré mineur, certes, même si l'accord est majeur ici. Hein. On est bien d'accord. Le Si bémol, je me répète, est déjà un emprunt à Ré. Alors je fais juste une petite pause ici pour... Ça fait déjà longtemps, les mois ont passé, mais quand j'avais fait, il y a déjà maintenant quelques mois, je ne sais plus quand, hein, mais la vidéo sur les accords de sixte augmenté, un des internautes qui suit ces vidéos m'avait dit « Ah, j'étais moyennement d'accord, mais on n'avait pas parlé de ça, j'avais parlé d'autre chose. Hein. Je n'avais pas fait allusion à cet élément de son message, mais il m'avait dit, dans l'exemple de Mozart que j'avais donné, il y avait le Si bémol. Bon, moi, j'y voyais pas un emprunt à Ré, mais j'y voyais un chromatisme systématique, le même que celui qu'on a chez Bach, que tout le monde me suive, hein, dans le prélude en La mineur, où on avait un chromatisme systématique, où apparaissait le Si bémol. Je n'étais pas vraiment convaincu que ça appartenait déjà à Ré. Pourquoi? Parce que l'accord n'était pas un accord de dominante de Ré, tandis que là, oui. Donc je lui donne en partie raison quand même, parce que sous-entendu, c'est peut-être un petit peu ça. Je ne le crois pas vraiment, parce que je pense que l'exemple mozartien que je donnais de la fantaisie en Ré mineur appartient à l'enchaînement type Cavalli, Corelli, Bach qu'on a vu dans le Crucifixus et la cantate. Donc ce n'est pas vraiment un emprunt, c'est un chromatisme systématique. C'est-à-dire que non seulement la basse est chromatique, mais l'alto l'est aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit un emprunt. C'est un peu trop interprétatif. Mais là, c'est sûr. Alors peut-être qu'on peut donner raison à la première interprétation, mais je ne crois pas dans la mesure où je fais bien la distinction entre le véritable emprunt à la sous-dominante et le chromatisme systématique des sixtes consécutives. Voilà, bon, je ne veux pas trop noyer le poisson, mais ça donnera peut-être un peu de grain à moudre, de réflexion à apporter sur ce sujet. En tout cas, toujours est-il qu'ici, on peut avoir donc le plus 4 pur et simple avec le La qui se maintient, ou le plus 4 bémol 3. On écrit bémol 3 ou bémol tout court, mais en général on écrit bémol 3 dans ce cas-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était ça. Mais ça ne fait encore une fois que confirmer l'importance de ce pilier-là, servi par ça. C'est-à-dire que là, allez, encore une fois, je le redis, on a tonique, et là, on quitte vraiment le ton. On est en Ré mineur, on quitte pour aller, pardon, on est en La mineur, oh là là, on est en La mineur, et on quitte pour aller vers Ré. Et après, pour se retrouver. Donc voilà les fameux piliers, ici, c'est bien tonique, sous-dominante, dominante. Voilà. Et là, c'est un repos sur dominante chez Handel, il y a un beau point d'orgue. Je ne sais pas s'il y a un point d'orgue sur la partition, ça c'est moi qui l'ai noté, mais en tout cas, il y a une belle note carrée, plutôt rectangulaire, d'ailleurs, devrait-on dire, qui est vraiment une note longue, donc il y a vraiment un repos. Et là, le chœur continue dans un mouvement rapide. Donc c'est simplement une petite introduction, une manière d'ouvrir une phrase qui s'ouvre avec un peu comme un point d'interrogation. Enfin, c'est un peu bébête de dire ça, ce repos sur dominante. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, donc ce Si bémol ici. Voilà, bon, eh bien, ça sera tout pour cette unité, c'est déjà pas mal. Et les prochaines unités, toujours dans ce chapitre 4, consacrées à cette base chromatique, enfin, chromatique ou pas, puisqu'on reprendra la base diatonique, et on prendra cette fois-ci des exemples majeurs qu'on va trouver chez Schubert. Bon, je parlerai peut-être un petit peu de Haydn, oui, je vais faire une petite unité rapide sur Haydn-Mozart, parce qu'il y a un bel exemple chez Haydn, j'aime bien le montrer dans une sonate. Voilà, et après j'aborderai Schubert. Alors là, c'est un autre versant, où les choses sont en majeur, et c'est un petit peu la genèse
d'un motif de Lohengrin. Et puis je reviendrai au fameux accord de Tristan, parce qu'il y a encore des petites choses à dire complémentaires qui sont plus faciles aujourd'hui que je l'avais fait lors d'une unité sur les cycles augmentés. Là, ce sera plus facile parce qu'on a déjà bien travaillé là-dessus. Donc, si j'ose dire, le terrain est déjà suffisamment préparé pour réanalyser encore une fois les accords, les fameux accords de Tristan. Voilà. Bon, eh bien, bon travail à tous et à très bientôt.